Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du podcast L'État financier. Donc encore une fois aujourd'hui en compagnie de mon collègue Gabriel. Et salut tout le monde, salut JP. Et pour ce nouvel épisode de la saison 7, bon, certains vont dire que c'est surprenant qu'on se souvienne de comment faire une introduction parce que ça fait longtemps. On a eu, comme on l'a mentionné depuis quelques temps, là, cette fois-ci, c'était pas du tout. Gab vivait toujours son expérience européenne là, pour sa période d'à peu près un mois là, où il était sur le vieux continent. Mais c'était plus de mon côté, moi, qui était pourtant bien au Québec, mais qui avait un peu de difficulté à arriver à un moment qui faisait du sens. Oui, le décalage horaire n'aidait pas, là, ça c'est certain que ça limitait C'est un petit peu sûr. les capacités avec le 6 heures, le 6 heures de décalage. Mais bon, on y arrive, donc effectivement, je m'en excuse en mon nom, effectivement, des retards pour ce nouvel épisode là, qu'on vous fait et qu'on va publier un petit peu avec un délai. On en avait déjà parlé avec Gab maintenant qu'il est de retour au pays. Là, on va essayer de vous en enregistrer un autre très rapidement cette semaine. On enregistre en fait pour être tout à fait franc là, en ce lundi 20 novembre. Donc on risque d'en enregistrer un autre dans les prochains jours et de vous faire à peu près une double publication cette semaine si tout est faisable. Là. Et de rattraper le rythme par la suite là, d'ici à la période des fêtes, là, comme le veut la tradition où l'on maintient dans la mesure du possible un épisode par semaine. Donc, on est allé un petit peu au bout de notre flexibilité, si on peut dire. Là. Mais bien content de revenir, bien content d'ailleurs de te revoir au pays, Gab. Merci. Vous allez voir aujourd'hui là, deux sujets assez intéressants dans le format au son de la cloche et l'instant économie, là, deux sujets que Gab avait dans le pipeline depuis, bon, lorsqu'on aurait dû enregistrer la semaine passée. Là. Donc, vous allez voir, assez intéressant. Le deuxième sujet, d'ailleurs, qui est très inspiré de son dernier séjour au pays des fish and chips. Là. Donc, vous allez voir que ça va être assez intéressant. Et Gab pourra parler d'expérience en disant que le contexte inflationniste de ce pays n'a peut-être pas nécessairement paru dans le compte bancaire de la petite semaine qui s'est passée chez nos amis britanniques. On ne cachera pas, là, le spoiler existe déjà. Là. Donc, on en parle en deuxième partie. Gab, si tu as un mot également à faire avant de faire le disclaimer, n'hésite pas, là, mais je te passe la parole pour ta partie de l'introduction classique de l'épisode. Merci pour le gentil mot. Puis oui, comme tu l'as dit, JP, vraiment désolé en tout cas pour le délai de publication. C'est la première fois en fait depuis qu'on a lancé le podcast qu'on a en fait manqué complètement une semaine. Donc vraiment désolé. Vous savez que c'est pas c'est vraiment compte de notre sort. Hein. Donc en tout cas, c'est pas grave. Puis évidemment, on va se rattraper pour les prochaines semaines. Il y a aucun souci. Et n'oubliez pas évidemment que vous le savez bien, chers auditeurs, tout ce qu'on dit dans le podcast, il ne s'agit que de notre opinion personnelle, il ne s'agit pas d'une recommandation officielle de placement. On vous invite toujours à prendre contact avec un expert qui compte est autorisé là où vous vous trouvez. Lui seul ou elle seule sera en mesure de déterminer avec vous si c'est la bonne option pour votre profil d'investisseur ainsi que pour votre tolérance au risque. J'en profite évidemment pour signaler que le podcast se décharge de toute responsabilité dans, en tout cas, vos choix financiers. Évidemment, vous êtes maître de votre destin. Si jamais il s'avérerait que vous choisissez des placements ou vous suiviez, comment dire, peut-être une idée qu'on vous suggère, on ne serait responsable évidemment en cas de perte financière, évidemment. Même si, bon, je pense que ce spoiler-là, il est un peu, pardon, ce warning-là est un peu exagéré pour l'épisode d'aujourd'hui qui, je dois t'avouer, ça va être un peu plus généraliste, un peu plus relax, puisqu'on est de retour de vacances, entre guillemets. Donc, j'espère qu'en tout cas, les deux sujets vous plairont et je suis très content en tout cas d'être de retour pour cette nouvelle semaine et je pense on est prêt, JP, avec ton autorisation à lancer le premier jingle. Absolument. Donc, commençons en force avec le premier segment de l'épisode, le au son de la cloche. Allez, c'est parti. Parfait. Donc sujet au son de la cloche, un peu dérivé. Là, on va parler en partie de compagnies listées là, dans le monde du retail. Et plus spécifiquement, la trame et le fameux self-checkout, les caisses libre-service et cette tangente-là qu'il y a eu dans le monde du retail global, là, à la fois dans le monde des épiceries, mais également les grandes surfaces. On a vu là, assez drastiquement en Amérique du Nord, ça fait boule de gomme, l'effet boule de gomme avec l'arrivée, là, surtout aux États-Unis, ils ont poussé énormément cette technologie-là. Amazon a été un pionnier, si on peut dire, là, un précurseur beaucoup de l'avènement des self-checkout, même l'avènement du fameux grab and go, là, donc les fameux stores d'Amazon où tu te présentes avec ton application en poche et tout ce que tu prends est presque scanné automatiquement lorsque tu quittes et c'est chargé à ton compte Amazon. Donc, il y a eu beaucoup de développement là-dessus.
Et bon, tout le monde maintenant, n'importe quel commerce se retrouve avec un intérêt de mettre en place ces fameuses caisses libre-service-là, avec la prémisse, il y a une espèce d'arbitrage intéressant avec le fait que on peut réduire les coûts de main-d'œuvre parce que par rapport à avoir un employé ou un caissier par caisse, là, on se retrouve avec une personne qui est en mesure de gérer 4 à 6 en général points de service, de libre-service pour le paiement. Par contre, ce qui a été remarqué, et c'est là que c'est tout de même assez intéressant d'en discuter, c'est que contre toute attente, par rapport au gain qui était presque évident de dire, OK, mais l'investissement dans cette technologie-là, l'investissement qui était fort coûteux d'ailleurs pour certaines compagnies, là, on ne parle pas nécessairement des Amazon, des Target de ce monde, là, mais les supermarchés qu'on peut avoir, entre autres au Québec, qui l'ont mis en place, ça peut être des énormes coûts, surtout lorsque le propriétaire de la pharmacie, mais c'est une bannière, c'est un franchisé par exemple, ou quelque chose du genre, il peut y avoir beaucoup de coûts pour le propriétaire de la bâtisse, par exemple, ou du commerce. Mais il y avait une justification en disant, au moins, je me casse moins la tête avec la main-d'œuvre, c'est moins coûteux au niveau des coûts de main-d'œuvre, la machine va se rentabiliser à un certain point. Par contre, le point qui est sorti et la problématique qui est sortie, c'est le fait que l'honnêteté du consommateur pour payer par lui-même l'ensemble de ses articles ou pour scanner l'ensemble de ses articles, on s'est rendu compte assez vite que ce n'était pas vraiment le cas. Et les vols d'articles ont été un contexte qui a été en hausse, bien évidemment, entre une caisse qui est gérée par un employé versus une caisse qui est gérée par le client lui-même. On parle à peu près là, d'une augmentation de vol d'inventaire. Au lieu de 1,5 pour une caisse traditionnelle, on parle de 4 maintenant pour des caisses libre-service. Bon, c'est pas une augmentation qui est épouvantable, mais si on considère ça, donc le contexte de la hausse des vols d'articles, donc qui sont des pertes littéralement sèches là, pour les commerces, il n'y a rien à faire avec ça. Si on parle également du problème lié à la satisfaction des clients, donc il y a plusieurs personnes qui n'aiment pas ça du tout, aller dans des caisses libre-service. On sait très bien que cette technologie-là a été bien développée, mais qui ne fait pas une épicerie avec 20 articles et se retrouve au moins avec un ou deux fois où le truc change de lumière, puis il faut que le caissier ou le commis vienne mettre son code ou je sais pas trop quoi, ou bien lorsqu'on achète de l'alcool, on se retrouve à devoir montrer nos cartes. Bref, il y a beaucoup de limitations, il y a beaucoup de frustration liée à ça. Donc, ça fonctionne très bien en termes d'expérience client lorsque quelqu'un a moins de 10 articles, mais dès que tu montes à plus que 10 articles, il manque de place, il y a des histoires de poids, il y a des trucs, c'est un bordel. Donc, il y a un mix entre des vols et du vol à l'étalage qui n'est pas favorable du tout, mais de l'autre côté aussi, une expérience client qui n'est pas forcément bonifiée. Donc, c'est un peu du négatif des deux côtés qui amène à se questionner, quel est l'avenir présentement des caisses libre-service? Quel est l'avenir, en fait, de dire ça ne va pas disparaître parce que l'arrivée d'une technologie comme ça dans le monde, dans le commerce, dans le retail, ça fait du sens. Mais peut-être que ce n'était pas la meilleure approche pour rendre ça grand public et essayer d'étendre ça partout dans tous les commerces qui se qualifiaient. Peut-être que ce n'est pas cette technologie-là. Peut-être que c'était, comme je le mentionnais tantôt, peut-être plus précurseur qu'on le pensait. Et c'est des technologies un peu comme le fameux Amazon Grab and Go qui va être la finalité réelle où les commerces vont être en réalité de tu prends ce que tu veux puis ça le charge automatiquement. La réduction du vol à l'étalage se ferait s'il y avait cette logique-là, comme le Grab and Go d'Amazon le permet. Donc, il y a peut-être cette approche-là. Ce qui est important également à mentionner, comme on l'a dit, c'est beaucoup une décision d'arbitrage, là, comme je le mentionnais. C'est pas nécessairement facile. Puis, dernier point, puis je te passe la parole, Gab, là-dessus. Là. Comme je disais, moi, je le vois négatif sur l'augmentation du vol et l'expérience client qui n'est pas nécessairement bonifiée. Si on parle du volet vol à l'étalage, on sait qu'ils font parfois des vérifications de est-ce qu'on a bien scanné l'ensemble de nos articles, qui comparent la facture avec les articles qu'on a dans notre panier ou je sais pas quoi. Puis ils disent, qu'est-ce qui va permettre réellement par exemple, à une épicerie de poursuivre ou en fait, de poursuivre un client? Il ne faut rien faire parce qu'il n'y a rien qui prouve que le client, c'est pas soit réellement un vol qu'il vient de faire, que c'est pas un client qui est juste pas apte forcément à scanner l'ensemble de ses articles pour X raisons. Là. Ça peut être un trouble de déficit d'attention ou quoi que ce soit. Ou bien peut-être que c'est l'article qui était brisé puis que le code barre n'a pas marché ou quelque chose du genre. Donc, il y a trois scénarios qui font en sorte que rien peut permettre, hors de tout doute, de prouver qu'une personne a volé à l'étalage. Et en plus, que ça serait pas bon non plus pour l'expérience client si là, tu te ramasses à poursuivre tout le monde qui sort de ton magasin parce qu'il a volé une pomme. Là. Donc, il y a une position réellement où il n'y a aucun avantage lorsque le côté négatif de l'expérience client et le côté négatif du vol à l'étalage se présentent pour les commerces. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Absolument rien. À part peut-être réduire leur utilisation des caisses libre-service qui, à mon avis, et c'est pour ça que le sujet m'intéressait beaucoup quand tu l'as présenté, Gab, moi, j'aurais pas pensé ça. Moi, je voyais un peu la logique de dire, OK, mais c'est clairement la technologie la plus mature pour transformer un peu le retail. Je voyais beaucoup les avantages de coûts, de réduction de main-d'œuvre, mais au final, il y a beaucoup de problèmes qui n'avaient pas été nécessairement vus et on l'apprend maintenant,
quand, comme je disais, n'importe quel commerce au coin de la rue se retrouve maintenant avec au moins une caisse self-checkout. Ce qui est absolument fascinant. C'est très difficile maintenant de dire, OK, ben, il y a peut-être trop d'aspects négatifs présentement. Ils peuvent pas roll back en bon anglais l'ensemble de ces déploiements-là. L'investissement est déjà fait. Donc, c'est hyper complexe la situation où les commerces se retrouvent maintenant. Quel est l'avenir? C'est peut-être le gap où tu as des insights, tu as d'autres informations à partager. J'aurai peut-être le mien également à partager là, dans une deuxième intervention sous peu. Ouais, bah, comme tu l'as précisé, JP, effectivement, c'est que c'est au-delà du sujet qui peut paraître rigolo, hein, comme sujet de finance, parce que vous allez me dire, il n'y a rien de financier dans l'affaire. Bah, c'est plus une réflexion, en fait, plus sur l'industrie du détail que je trouvais pertinente, en fait, dans ce segment-là, parce que on voit effectivement, on est dans une industrie qui est extrêmement stable, où les marges sont quand même pas hyper confortables. Je veux dire, tu sais, une marge d'une épicerie, c'est pas à deux chiffres là. Souvent, les marges sont assez faibles. On va aller chercher beaucoup plus de l'économie d'échelle. Puis souvent, on le sait bien, bah, d'une optimisation, on va dire, au niveau des coûts. C'est comme ça que la plupart, en tout cas, des supermarchés et des épiceries fonctionnent, puisque ces dernières fonctionnent sur des montants de volume phénoménaux, hein. Pour vous donner un état d'idée de la chose, par exemple, plus gros détaillant aux États-Unis, qui s'appelle Walmart, vous le connaissez forcément, en revenus sur les 12 derniers mois, c'est 640 milliards de dollars au niveau de la vente. Par contre, au niveau de la marge brute, donc c'est-à-dire moins le coût des marchandises qui ont été achetées, ce n'est que seulement 155 milliards. Donc déjà, vous avez vu, on est allé diviser par 4 le chiffre qu'on est allé générer. Et encore, Walmart génère un peu plus de marge parce que c'est un commerce de détail, mais qui vend aussi d'autres produits. Des produits où il marche beaucoup plus, par exemple des jeux vidéo, des magazines, etc. Tout un tas de produits pour la maison, etc. Donc, qui font que, effectivement, eh ben, la marge est un peu plus élevée que dans d'autres supermarchés où là, pour le coup, c'est de l'alimentaire. C'est une industrie aussi où il y a énormément de compétition. Je veux dire, le concurrent offre presque tout le temps le même produit, tu vois, que taille chez... voilà, je vais te donner un exemple québécois, mais les Français, je vais faire une allégorie côté français, mais euh, que tu ailles chez IGA ou Métro ou chez Carrefour ou Leclerc, c'est le même produit, tu vois, c'est exactement le même, etc. Donc, ce qui compte en fait finalement, bah, c'est plus, tu l'as dit, l'expérience client, la proximité du magasin par rapport là où tu habites ou là où tu travailles, etc. Il n'y a pas franchement d'impératif, on va dire de différence à proprement parler sur le type de produit offert. Souvent d'ailleurs, la plupart des supermarchés ont exactement le même inventaire, à l'exception parfois des marques distributeurs qui peuvent être parfois un peu différentes. C'est-à-dire les fameuses marques qui est fourni, on va dire, par le magasin en question. Donc, d'ailleurs, souvent, c'est toujours le même produit, c'est juste que le logo et l'emballage est différent ou avec un couleur ou une étiquette un peu différente. Maintenant, ils s'embêtent même plus, certains détaillants font exactement le même truc que la marque ou à très peu de choses près. Seule différence, c'est qu'ils changent effectivement le logo sur la marque pour qu'il y ait une association du client entre le produit proposé, on va dire, par la grande marque et par la marque distributeur. Et c'est là où bah, les magasins ont eu l'idée, en fait, fin 2000, tu vois, donc c'était plus au début des années 2010, je me souviens quand j'étais jeune, c'est quand ça a commencé à arriver, à se dire, bon, bah là, on va peut-être essayer d'optimiser, on va dire, nos revenus en diminuant notre masse salariale, tu vois, en limitant les coûts, on va dire, bah, des petits monsieur, des petites madames, tu sais, qui tout simplement chargent nos produits. Il y a pas de, j'ai pas de à dénigrer, puisque ça a été aussi un de mes premiers jobs étudiants, d'ailleurs, d'être caissier au supermarché. Donc, évidemment, c'est une façon pour eux d'optimiser leurs coûts et d'éviter que tu aies 4 employés pour 4 caisses. Alors qu'aujourd'hui, si vous regardez une caisse en libre-service, bah, il y a une petite madame qui vérifie 6 à 8 caisses enregistreuses en même temps. Et comme tu l'as dit, qui va assister les clients si jamais il y a un problème informatique ou qu'il y a un article qui a mal été pesé. La plupart des caisses en libre-service sont dotées d'ailleurs d'une fonctionnalité avec une balance, c'est-à-dire où tu mets les produits et effectivement, il y a quelque chose qui pèse et qui vérifie qu'effectivement c'est cohérent, que le poids du produit est le même. Par contre, comme tu l'as dit, ça n'empêche pas le client, ben, effectivement, de faire de la fraude ou quelque part de voler. Je vais te donner l'exemple le plus simple, bah, c'est les fruits et légumes. Parce que les fruits et légumes, tu peux mettre n'importe quel type de produit, effectivement, sur le sachet en plastique. Tu vois, tu pourrais dire, bon, bah, j'ai pris, je sais pas, j'ai pris des litchis qui sont souvent un peu plus chers.
et je dis, ah bon, par contre, je vais mettre l'étiquette ou le prix d'une banane, tu vois, qui pour le coup va coûter 4 à 5 fois moins cher. Donc, tu vois, et là, c'est là où des petits malins ont déjà eu l'idée, par exemple, de remplacer des étiquettes, par exemple, de bananes pour les mettre sur des bouteilles d'alcool, tu vois. Donc, tu pourrais t'amuser, effectivement, à payer beaucoup moins cher. Évidemment, c'est illégal, ne le faites pas. Le podcast, l'état financier ne serait pas responsable si vous le faites. Mais ça expose effectivement à tout un tas de fraudes, évidemment, euh, qui sont d'ores et déjà possibles. Alors que pour le coup, l'intervention d'un humain aurait permis de détecter qu'effectivement, non, c'est pas cohérent, que la bouteille de vodka Absolute, qui compte normalement, je sais pas, une trentaine de dollars, ne coûte que seulement 5, tu vois. Donc ça, c'est là où effectivement un humain aurait flagué effectivement l'erreur, tu vois. Et c'est vrai que ça pose tout un tas de problèmes. Et là, c'est là où on voit que le côté technologie, on a toujours tendance à voir la techno comme plus efficace, nous permettant de gagner des sous. Et ben, on voit qu'il y a quand même parfois une limite. Et cette limite-là, elle est difficile à quantifier parce que ça dépend ça dépend du niveau d'avancement de la technologie, puis du niveau de la complexité de la technologie. Du coup, évidemment, pour implémenter cette technologie-là, parce que si effectivement tu dépenses des centaines de milliers pour faire tout un tas de caisses enregistreuses, parce que ça coûte très cher quand même ce genre d'équipement, et ben, il faut que tu le rentabilises effectivement par beaucoup plus d'achalandage ou une façon en fait de faire plus de ventes. Parce qu'il faut que les clients en fait puissent sortir plus rapidement en fait du magasin. Et comme tu l'as dit, bah, il y a un juste milieu. Et je pense que les derniers articles, et c'était très intéressant, la plupart des supermarchés emballent le pas vers une politique qui limiterait à 10 articles. Alors c'est quelque chose qui est déjà commun, on va dire, dans certaines épiceries. Bah, je crois qu'en Europe, c'est comme ça dans pas mal en tout cas de pas mal de chaînes que je connais, où en fait c'est uniquement pour les petits achats. Parce que c'est vrai que c'est pratique, tu vois, tu t'achètes deux, trois articles, t'as peut-être pas envie d'attendre derrière tout le monde, effectivement. Oh là là. Et je pense que c'est un cas, encore une fois, très intéressant, cet exemple de la caisse en libre-service, mais de comment, en fait, un industriel ou des compagnies réfléchissent à ce genre de décision stratégique. C'est quoi, à quel niveau, en fait, effectivement, de pénétration de la technologie je vais permettre, effectivement, de faire le changement. Est-ce que ça vaut le coup, etc. Comment on analyse un projet, eh ben, c'est tout un tas de réflexions, effectivement, que ce genre de décideur économique fait. Et je pense que c'était un peu l'objectif, en tout cas, de ce segment-là. Je sais pas si tu avais d'autres éléments à rajouter, JP. Ouais, ben, tu sais, moi, un des points que je veux ajouter, tu le mentionnais, bon, le 10 articles et moins, c'est bien. C'est effectivement là qu'il y a probablement clairement une optimisation et de l'expérience client et une réduction du risque de vol parce que, bon, c'est pas aussi compliqué de devoir contrevalider des épiceries ou des factures de 10 articles et moins par rapport à un truc que tu en as 25, comme tu disais, avec un paquet de fruits et légumes. Par contre, moi, le point que je veux ajouter, c'est, j'en parlais, la technologie était appliquée très rapidement et la maturité de cette technologie-là, à mon avis, reste à douter parce que certaines machines, certains grossistes, certaines épiceries, certains commerces, les machines, c'est un vrai bordel. Tu te retrouves avec des enjeux, comme je disais, et même j'amplifiais tantôt avec un ou deux cas sur 20 articles. Des fois, ça marche pas du tout. Tu scannes ton truc, ça marche pas. Non, non, non. La balance ne reconnaît pas l'article. Je me souviens, C'est vrai. anecdote, je suis allé faire un double de clé une soirée dans une quincaillerie fort célèbre au Canada qu'on appelle Canadian Tire. Il n'y avait aucune caisse qui était ouverte avec du personnel. Donc, il y avait tous les trucs, il n'y avait personne littéralement dans le Canadian Tire. Là. J'étais le seul avec mon double de clé. J'arrive à la machine libre-service et aucune manière que la balance reconnaisse que je déposais l'article sur la balance. Oui, c'est Ah, une c'est clé, vrai. ça pèse rien, mais ça a pris tout la personne qui était là pour aider et pour, comme tu disais, on en parlait tout à l'heure, valider s'il y avait quelque chose au niveau des caisses ou un problème. Est venu m'aider, mais il n'y avait pas une alerte parce que c'était juste la madame qui répétait 153 fois la voix automatisée qu'il fallait que je dépose le truc. Finalement, on a dû mettre le pied sur la balance pour faire reconnaître qu'il y avait un article, même si l'article n'était pas le même que celui que je payais, juste pour que ça fonctionne. C'était un bordel, tout ça pour je veux payer une clé qui coûtait à peu près 3 dollars canadiens. Et ça a pris littéralement un bon 5 minutes de comprendre pour me permettre de payer. Sinon, s'il n'y avait pas de poids sur la balance, aucune manière d'arriver à une facture. Donc, c'est là où je me dis, il y a clairement des problématiques. Mais le commitment de ces commerces-là est rendu beaucoup trop loin. On l'a dit, c'est des investissements qu'ils vont faire. Soit ça peut être des locations, c'est pas nécessairement des achats formels
c'est la machine, ça peut être des investissements, mais ça reste que c'est des contrats. Ils ne peuvent pas s'en sortir du jour au lendemain sans avoir des pénalités. Et on le disait, tu le disais, Gab, également, s'ils veulent dire, bon, mais j'en avais une dizaine de machines, finalement, je mets juste 10 articles et moi, j'en ai peut-être pas besoin d'autant. Peut-être je vais en avoir seulement 4 au final, parce que c'est pas aussi utile que je l'avais pensé initialement en réfléchissant sur le fait que ça allait pouvoir servir 100% de mes clients, peu importe le nombre d'articles. Mais pas couper le contrat sans avoir de pénalité non plus. Donc, ça ajoute beaucoup de décisions et de. Tu sais, si on parle seulement du volet monétaire, là, du chiffre, il n'y a rien qui confirme si réellement ils vont faire un gain là-dessus par rapport à l'amorce qui était, ben, on réduit notre masse salariale, ça va bien, tu as une très bonne explication au niveau des marges. Donc, c'est un peu là où j'ai quelques questionnements sur quelle va être la transition et surtout, tu sais, j'ai beaucoup d'intérêt à voir ces contrats-là. Par exemple, si c'est des achats, bon, fair enough, là, vous êtes à peu près avec ça, vous pouvez essayer de les revendre, ça va être difficile. Mais pour les contrats, c'est sûr que c'est quelque chose de quand même quelques années. Donc, j'ai hâte de voir quand est-ce que les contrats vont se terminer et quelle va être la transition dans l'expérience client qu'on va voir dans plusieurs des grandes chaînes que l'on connaît au Canada, aux États-Unis, entre autres en Amérique du Nord, mais également en Europe. Et de voir aussi le fameux, j'en parlais tout à l'heure, l'Amazon Grab and Go. Ça fonctionne, mais il n'y en a pas beaucoup, il n'y en a pas partout. Puis à mon avis, c'est ce qui se rapproche le plus de ce qu'on veut avoir comme une technologie qui serait efficace et qui serait fiable. Encore une fois, est-ce que c'est viable de dire que ça peut se faire partout et très rapidement? Non, c'est pas une technologie qui est déployable facilement dans l'ensemble des commerces. Il y a énormément d'ajustements. Mais à mon avis, quelle est la technologie mature de demain qui va nous permettre d'avoir à la fois une réduction du vol à l'étalage, mais aussi une amélioration de l'expérience client? Ben, c'est le modèle Amazon Grab and Go. Maintenant, comment est-ce que ça va fonctionner? Je sais que Amazon Grab and Go, c'est tout petit. Il n'y a pas beaucoup de services. Ça pourrait être des stations-service qui font ça, par exemple. Si on parle de couche-tard, par exemple, au Canada, pour être un bon exemple. Mais c'est très compliqué de voir le modèle qui pourrait permettre de dire, OK, mais Amazon Grab and Go, ça s'applique dans un Walmart ou dans un Costco ou dans un Carrefour, une énorme chaîne de commerce. Mais à mon avis, c'est la seule réelle solution pérenne pour une utilisation de la technologie et une réduction de la main-d'œuvre. C'est probablement ça, tu sais. Ouais, bah après, c'est vrai que c'est d'autres modèles, effectivement, qui sont peut-être à explorer, hein. L'industrie, en tout cas du détail, est jamais à court d'innovation, si tu veux, pour pouvoir optimiser leurs coûts et puis du coup faire plus d'argent en fait, hein. On sait que c'est parfois, on avait vu des pratiques, par exemple, des fois de négociation, parfois douteuses, parfois même trop agressives, effectivement, ce qui fait que parfois le grossiste ou le revendeur, donc l'agriculteur, se faisait, on va dire, un peu, on va dire, harcelé au niveau des prix, vraiment, c'était vraiment indigne quasiment la rémunération qui lui était offerte. Euh, Ça, c'est une des pratiques, mais il y en a d'autres, hein. Comme tu as dit, le Amazon Go, bon, bah, c'est peut-être une innovation, effectivement, qui peut être vue d'un point de vue positif, mais c'est vrai que on a encore assez peu de visibilité, effectivement, sur le déploiement à long terme et sur des très grandes surfaces de trucs. Il y en a seulement une quarantaine, d'ailleurs, aux États-Unis, et j'ai l'impression que le nombre de magasins a un peu est resté assez constant. D'ailleurs, c'est assez drôle que tu mentionnes Couche-Tard, mais je sais que ce magasin, en tout cas cette chaîne-là, avait lancé un prototype, notamment dans le campus de l'école où j'étais avant. Et je dois t'avouer, je voyais jamais personne là-dedans, en tout cas dans le truc, le magasin prototype, parce qu'il faut télécharger une application, etc. Je pense que dans le cas d'Amazon, c'est assez facile parce que tout le monde, je pense, à l'application, surtout les gens qui ont Prime comme moi, euh, en tout cas, ou soit qui partagent un abonnement Prime. Ça, c'est je pense que la personne se reconnaîtra, en tout cas, celui il me file le compte, qui est un de nos intervenants bien connus du podcast. Euh, et ouais, effectivement, je trouve que le modèle d'affaires est peut-être pas hyper pertinent. Effectivement, surtout pour une grande chaîne, il n'y a pas de problème parce qu'effectivement, tu as ce nom-là, tu as déjà ta carte qui est enregistrée. T'as pas de problème parce que tu as juste à scanner, je pense, un code QR pour rentrer dans le magasin et pouf, tu rentres. Mais qui va vraiment installer une application couche-tard pour juste acheter, je sais pas con, hein, mais un Red Bull ou du café, etc. Je connais pas grand monde. Je pense que c'est un peu la limitation principale de ce modèle d'affaires. Mais effectivement, ça peut être une innovation. Et le quid, c'est est-ce que réellement ça permet d'aller chercher plus de rentabilité? Je suis pas tellement sûr. Quand tu as un employé qui est payé quasiment rien, en fait, c'est-à-dire au salaire minimum, est-ce que réellement ça vaut le coup d'aller dépenser des dizaines de milliers de dollars pour installer des caméras partout,
faire en sorte aussi que ton client peut-être se trouve un peu moins dans une situation où, où il n'est pas espionné, là, je sais pas, je trouve ça des fois un peu dérangeant quand tu es là dans un lieu, puis tu as des caméras partout, alors tu vas me dire oui, bon, c'est pour ta sécurité, etc. Je trouve qu'il peut y avoir des contraintes, c'est ça, hein, enfin, pardon, des, par exemple, des inquiétudes, j'avais perdu le nom, excuse-moi là, mais en termes de vie privée, en fait, aussi, qui sont clairement observables. Puis le dernier modèle, tu l'as dit, effectivement, bah, c'est un espèce d'hybride. Je sais que tu as même des pays, par exemple, comme au Japon ou dans les pays nordiques, où tu as tout simplement des magasins, mais sans aucun personnel. C'est-à-dire même sans personnel, on va dire, qui surveille. Et ces magasins-là, en fait, se basent effectivement sur le système bah, tout simplement, est-ce que tu vas réellement mettre le bon montant d'argent en fait sur la machine, etc. C'est à toi de tout régler, etc. Et à juste déposer la quantité d'argent qu'il faut dans le bocal ou sur le terminal de paiement. Et c'est basé évidemment sur la confiance que les utilisateurs et la confiance pardon, entre les clients et le vendeur de services. Je pense pas que ce modèle-là soit applicable dans certains pays, hein, on n'en citera aucun, là, mais où pour le coup, parfois, il y a une culture même parfois du vol aussi qui peut être un peu inquiétante. Donc bref, c'est plein d'idées comme ça et de propositions qu'on lance en l'air et je pense que c'était pas mal intéressant vraiment, de faire un petit retour sur l'industrie du détail. Exact. Donc ça conclut bien le premier segment, là. Passons déjà et rapidement à notre deuxième segment pour l'épisode d'aujourd'hui, l'instant économie. Parfait. Donc oui, bien évidemment, là, je l'avais introduit, le spoiler était complet, j'ai nommé le pays, on veut parler de l'indice Fish and Chip, qui est un dérivé de l'indice Big Mac, mais plus très de plaisanterie, là, on veut parler de l'inflation au Royaume-Uni, qui est un problème assez majeur, là. On rappelle le Royaume-Uni qui est passé de Liz Truss qui a duré quelques jours à Rishi Sunak qui se retrouvait bon, toujours sur le côté conservative là, avec un beau problème parce que le Royaume-Uni se portait très mal par rapport entre autres aux autres pays du G7. N'allait pas très bien en termes de taux d'inflation. Ses politiques étaient, bon, c'est un économiste, là, c'est un homme de la finance, monsieur Sunak, mais sa plateforme était quand même un peu il y avait beaucoup d'opposants à sa plateforme, bien évidemment, de l'autre côté côté de l'opposition en termes de parti, mais également dans son propre parti, parce que ça impliquait, entre autres, de la taxation, ce qui n'est pas quelque chose de très, très favorable pour les conservatifs qui veulent en général avoir un niveau de taxation qui est plutôt bas. Les résultats ont quand même été plutôt favorables. Bon, comme je dis, Gab, tu peux parler de ton expérience, hein. En revenant de Londres, tu as vu, comme on parlait, le fait que le livre sterling, c'est pas toujours jojo, surtout avec la devise canadienne. Mais tout ça pour dire que la réduction presque de moitié, je pense, du taux d'inflation en Grande-Bretagne a fonctionné. C'était à 4,6 en octobre, le taux d'inflation. Et ben, Sunak se retrouve maintenant en bonne position de, pouvoir mettre en place un plan qui est plus favorable à la ligne du parti. Donc, je l'ai dit, il commence déjà à parler de réduction de taxes, qui est tout à fait en ligne avec ce que les conservateurs veulent en général côté Royaume-Uni, mais un peu globalement aussi là, pour la droite. Mais aussi de regarder vers le déclenchement d'élections, parce qu'on se rappelle toute la paperasse liée à la passation de Truss vers Sunak, c'était avec des votes uniquement au sein du parti, parce que le Parti conservateur était au pouvoir au Royaume-Uni. Il n'y avait pas besoin d'avoir le déclenchement d'élections nécessairement lorsqu'on est passé de premier ministre à premier ministre à premier ministre, là. Depuis Boris Johnson avec son scandale lié à la pandémie, là, où il a dû démissionner jusqu'à Liz Truss, qui a dû démissionner jusqu'à Sunak. Donc, il pourrait également essayer de profiter des prochains mois d'ici au déclenchement d'élections pour vraiment renforcer sa position et être élu de manière tout à fait légitime, sans dire qu'il n'était pas légitime, bien évidemment, là, mais avec un vote populaire complet au sein du Royaume-Uni qui l'amènerait au pouvoir là, à l'aide d'une élection législative. Donc, c'est quand même assez intéressant. Bon, le contexte d'inflation reste problématique, reste avec des débats. On ne parlera pas de taux d'intérêt forcément, mais les méthodes que Sunak a mis en place pour amener le Royaume-Uni un peu plus dans le genre de direction d'inflation que dans la majorité des pays du G7 et même la majorité des économies occidentales ont, est plutôt un beau succès pour un nouveau premier ministre qui, oui, avait une carrière de ministre tout à fait légitime, mais encore une fois, comme je l'ai dit, une carrière au privé qui l'était tout autant également, là. Donc, c'est quand même un bel exploit et on verra. Moi, à mon avis, j'ai intérêt à voir la suite du plan. Comment est-ce qu'il va faire évoluer son plan maintenant au niveau économique, mais également à quel point ça va mettre ça comme étant un tremplin pour lui
en vue des prochaines élections. Et moi, je ne donnais pas très, très cher la peau. Je vendais pas très, très cher la peau des conservateurs aux prochaines élections. Là, peut-être que ça pourrait être plus favorable et qu'il pourrait être reconduit, ce qui était, à mon avis, presque impossible avec tout le tumulte de, justement, Johnson, Truss et Sunak là, en termes de premier ministre du Royaume-Uni. Bah, c'est un peu ce que tu as dit, une bonne nouvelle parmi parfois un enchèvement. Et je me perds, on va dire, dans mes mots. Un, une succession, on va dire, de mauvaises nouvelles, on va dire, qu'on a eu depuis quelques temps, hein, puisque vous le savez, on a eu Covid, on a eu, on va dire, l'inflation record, on a eu une montée des taux spectaculaire. Et ben ça y est, on a l'impression que l'inflation commence à se normaliser. Alors pourquoi on peut tirer ce constat-là? Ben, c'est qu'effectivement, le Royaume-Uni était parmi les pays du G7 celui qui avait le plus haut taux d'inflation en fait depuis quelques années désormais, notamment poussé par plusieurs raisons, mais je pense que le premier, bah, c'est le prix du logement, comme tu l'as dit, JP. C'est vrai que c'était ce dernier effectivement qui poussait pas mal l'augmentation évidemment du coût de la vie au Royaume-Uni. Quiconque est allé à Londres et regarde, tu vois, je reviens d'une semaine là-bas. Heureusement, j'ai de la famille, on va dire, là-bas, donc ce qui fait que j'ai pas payé le logement, mais quiconque a habité à Londres, eh ben, sait évidemment que le coût des logements y est faramineux. C'est d'ailleurs l'une des villes les plus chères du monde, hein, derrière, je crois, Hong Kong, et je crois que j'avais vu comme quoi Singapour aussi était pas mal dans le top, ce qui fait que la vie y est horriblement chère. Et donc, c'est un exemple effectivement du fait qu'effectivement bah, les prix ont pas mal augmenté. Il y a une autre raison principale, bah, le Brexit. Effectivement, toute l'augmentation des prix de la nourriture a été pas mal poussée effectivement par l'augmentation des tarifs douaniers qu'a provoqué le Brexit et la complexification en termes de coûts de transport effectivement qui a créé ce changement important pour la politique du Royaume-Uni. Donc ça a contribué effectivement pas mal à l'augmentation des prix. Puis le troisième point, je pense, l'énergie. On sait que le Royaume-Uni est pas mal dépendant, on va dire, on sait au niveau des importations de gaz naturel, on sait que la plupart des Britanniques se chauffent en tout cas au gaz naturel, malgré que par contre l'énergie électrique y est, à mon souvenir, pas mal approvisionnée en fait en électricité d'origine nucléaire, donc ce qui fait que bon pour ce coup-là, eh ben ça a été ils ont moins été on dire, affectés par les pénuries qu'il y a eu, par exemple, au niveau du gaz naturel concernant la génération d'électricité. Mais par contre, pour le chauffage, ça a énormément augmenté. Et d'ailleurs, beaucoup de commerçants euh, britanniques ont eu énormément de difficultés à traverser la crise, on va dire, de l'énergie, et ont vu parfois leurs factures bondir, parfois doubler, tripler. C'est pas anormal, en fait, d'avoir vu des situations telles quelles. Alors, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah oui, comme je te l'ai dit, celui en tout cas du Royaume-Uni commence à se normaliser progressivement. Ça demeure effectivement plus élevé que les niveaux d'avant pandémie, hein. C'est sûr que si vous regardez par exemple au niveau des indices des prix à la consommation, eh ben, on retrouve des niveaux qui sont comparables à mon souvenir de 2012, tu vois. Période qui était un peu plus stable effectivement économiquement, puisqu'on ressortait effectivement de l'après 2008, et c'est là où les prix ont commencé un peu à monter, puis progressivement, bah, en tout cas la croissance de l'inflation était beaucoup plus faible. Donc on avait, où là par le coup elle s'est ralentie progressivement dans les années avant la pandémie. Donc c'est une indication effectivement que malgré que le Royaume-Uni a connu une très grand montant d'inflation, et ben ça y est, ça commence à se répercuter effectivement sur des chiffres économiques un peu meilleurs. Tu dis Richie Sunak est quand même le gagnant de cette annonce entre guillemets d'un point de vue, comment dire, de soft power, en termes de réputation. Évidemment, il n'est pas responsable effectivement sur le bilan. C'est sûr que le bilan, c'est que tout simplement tous les pays européens ont vu effectivement les prix de l'énergie progressivement diminuer. On le voit par exemple au Canada et aux États-Unis, donc deux membres du G7. Eh ben, les prix de l'énergie ont baissé sur un an de à peu près 20%, donc ce qui fait que effectivement, ben, c'est une grande partie importante évidemment de l'indice des prix à la consommation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les prix au niveau de l'alimentation ont commencé à se ralentir. Faut dire, ils ont tellement augmenté que bon, c'est difficile de faire pire en termes de croissance, en tout cas de l'indice des prix à la consommation.
Et puis le dernier point, c'est sûr que les biens de consommation au niveau de la demande a pas mal ralenti avec le ralentissement économique post-pandémie qui a commencé à se manifester. On disait oui, récession, etc. On n'est finalement plus vraiment dans un climat où on décrit une récession, même si, bon, on le dit, hein, effectivement, toujours, hein, oui, la récession se profile, etc. Il n'empêche que l'augmentation des prix et des taux d'intérêt a quand même eu son effet sur la demande de biens de consommation. Et ce qui fait que d'ailleurs, beaucoup de compagnies au niveau des biens discrétionnaires eh ben, ont des projections de croissance négatives ou très stables à l'horizon, en tout cas 2024-2025. Donc, ce qui fait que, et ben là, du coup, quand tu as moins de demandes, et ben c'est vrai que d'un point de vue général, et ben l'inflation commence à se ralentir et naturellement, l'économie se retrouve un peu à son équilibre entre la demande agrégée, donc la demande de produits, et l'offre à court terme, effectivement, de biens et de produits de consommation. Donc, c'est un peu le constat et c'est vrai que c'est une bonne nouvelle parce que c'est un indicateur certes en retard, mais qui est fort pour signifier effectivement que effectivement on commence à avoir une inflation qui est un peu plus raisonnable. D'ailleurs, l'inflation de cœur, donc qui exclut les biens de nourriture, donc c'est ex-nourriture, ex-énergie, et ben effectivement est à des niveaux comparables au niveau pandémie, à d'avant-pandémie. Là. Donc, certes un peu plus élevé, hein, mais on parle d'à peu près 3,5% au niveau du Royaume-Uni et c'est à peu près comparable au niveau des États-Unis. Donc, c'est une bonne nouvelle et je pense qu'il faut s'en réjouir. Je pense que par contre, le chemin au niveau des taux d'intérêt est encore très loin, surtout pour les emprunteurs, quand ils voient le niveau des taux en ce moment. Difficile de pouvoir avoir beaucoup d'enthousiasme pour acheter, par exemple, en immobilier parce que c'est assez compliqué là. Effectivement. Je pense, je sais pas si tu avais d'autres points. Moi, je pense qu'on a quand même bien clôturé le sujet. Donc, bref, moi, je le vois comme une bonne nouvelle. Tant mieux si les pays du G7, comme je disais, les économies occidentales sont plus alignées sur un taux d'inflation qui est similaire, là. C'est un peu embêtant lorsqu'un pays est mis à mal un peu plus au niveau du G7 et des économies occidentales. Il y a encore beaucoup de problèmes dans d'autres pays. On le sait, là, l'Argentine, sans soulever quelques autres endroits, là, et puis on pourra peut-être même faire un sujet sur l'Argentine et le nouveau président, le nouveau président argentin qui semble être un personnage assez particulier. Mais il y a beaucoup de problèmes ailleurs, donc tant mieux pour le Royaume-Uni, mais encore une fois, le contexte est bien différent dans d'autres économies mondiales, donc à suivre et à rediscuter. On pourra faire d'autres topos également similaires là-dessus. Je pense que ça fait du bien parfois de faire un petit suivi sur l'inflation, parler moins, comme on l'a dit, des taux d'intérêt, là, qui, oui, bon, sont un point qui est problématique pour la majorité des personnes qui ont des dettes de tout type, que ce soit variable ou avec renouvellement, là, lorsque c'est du fixe. Mais à suivre, ça close en fait le podcast d'aujourd'hui. Donc merci Gab pour ta contribution. Plaisir. Merci également pour les deux idées de sujets. Et merci tout le monde pour vos écoutes. Donc comme à l'habitude, je reprends le rythme au niveau du classique, là, fin d'épisode, mais vous pouvez nous retrouver sur YouTube, qui est notre plateforme clé pour les partages de commentaires, d'opinions, d'idées de sujets publics. Là. Donc en zone commentaires, n'hésitez pas à les mettre. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas également à mettre un like, à vous abonner à la chaîne et à mettre la cloche pour les notifications. Et pour la majorité, également, bon, ceux qui veulent faire un commentaire de manière plus privée, n'hésitez pas à utiliser l'adresse courriel que Gab met dans la zone de description. Et pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez sur les plateformes audio, donc vous pouvez nous retrouver sur Apple Podcasts, Spotify, Overcast, Deezer, etc. Également, allez vous abonner à la chaîne si vous avez apprécié le contenu, ça aide énormément pour le référencement numérique. Et si vous avez également des personnes qui ont un intérêt similaire à vous là, pour ce genre de contenu de podcast, n'hésitez pas à le partager également de bouche à oreille. Ça nous aide également beaucoup et ça nous intéresse encore plus, si on peut dire, le bouche à oreille que le référencement numérique. Donc, merci à ceux qui l'ont fait dans le passé et qui, encore une fois, contribuent à faire croître la communauté du podcast. Je vous dis tout le monde et je te dis Gab, non pas à la semaine prochaine, mais espérons-le, dans quelques jours, alors que, comme on vous a dit, on vous doit un autre épisode dans des délais très raisonnables. Donc, on va s'arranger pour faire un enregistrement assez rapide avec Gab pour compenser tout ça. Donc, merci à tout le monde et bonne semaine ou du moins bon quelques jours d'ici au prochain épisode. Salut tout le monde.